Voilà, je vais faire assez vite. On m'a demandé au pied levé de faire ce sujet, qui est un sujet passionnant et qui vous embarque un certain nombre d'entre vous, y compris dans des procédures, des mises en cause ou des situations délicates. Le Conseil national de l'ordre des médecins, en 2011, a publié un rapport, le livre blanc de l'Internet. Et je crois que ce qu'on doit retenir quelque chose, c'est la première phrase qui résume tout ce que vous devez faire. Toute activité médicale doit être soutenue par le principe éthique et bienfaisance. Si votre site Internet, votre blog, votre participation à des pages Facebook de discussion, il est basé sur l'éthique et la bienséance, vous ne risquez rien. Maintenant, vous êtes embarqué dans un certain nombre de choses. Alors, le Conseil européen des ordres. Alors, vous savez qu'il y a un Conseil européen des ordres. Moi, je suis vice-président du Conseil départemental de l'Isère. J'ai découvert qu'il y avait un Conseil européen. Eh ben, il répète la même chose. Il dit qu'il ne faut pas déshumaniser les soins. Quand on voit un peu ce qu'on vit aujourd'hui les uns et les autres dans nos structures hospitalières avec des visites qui se font uniquement sur informatique, je ne sais pas si on n'est pas en train de déshumaniser les soins. Aucune technologie ne peut remplacer la relation humaine. Et la télémédecine, qui est une spécificité d'Internet, on va en parler tout à l'heure, n'est pas due au commerce. Du e-commerce, je suis fatigué moi. Internet, alors, le Conseil national de l'ordre, eh ben, il publie des papiers depuis 2000, 2008, 2011, 2014. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est quand vous répondez sur Internet, quand vous participez à une discussion, à un blog, vous engagez votre pleine responsabilité. Et ça ne bougera pas. Vous pourrez beaucoup courir derrière pour essayer d'effacer ce que vous avez dit sur le confrère ou d'effacer ce que vous avez dit au malade. C'est terminé, hein, c'est dans les tuyaux. Hein, vous n'arriverez pas à le faire disparaître. Si vous avez dit une bêtise, c'est trop tard. Vous serez engagé. Il faut toujours s'assurer quand on travaille sur des sites ou quand on monte un site qu'il y ait une sécurité minimum, une confidentialité si vous êtes dans des blogs où on discute avec des patients, et puis que les données santé des patients soient archi protégées. Et il faut un contrat. Je suis régulièrement sollicité par des collègues qui disent on va me demander d'être webmaster, on va me demander de donner du conseil. Alors vous, médecins, pour un certain nombre d'industries pharmaceutiques, mais surtout pour les entreprises qui font du commerce, comme les sites Internet, vous acceptez de travailler bénévolement. Alors vous engagez votre responsabilité bénévolement. Sur Internet, vous participez à des blogs, participez à des discussions avec des patients bénévolement. Je vous rappelle que le Conseil de l'ordre peut vous protéger, quelle que soit l'activité en dehors de vos métiers, même dans vos métiers. Si vous avez une activité commerciale ou une activité dans un labo ou une activité, vous pouvez interroger l'ordre. Je suis contacté par un site qui fait des chaussettes de contention et je suis chirurgien vasculaire pour intervenir sur un blog. Est-ce que je peux? L'ordre va vous dire donnez-nous les contrats, donnez-nous les limites et on vous rappellera vos devoirs. Et comme ça, vous êtes protégé par le Conseil de l'ordre. C'est ce que nous faisons. On étudie à peu près 400 à 500 contrats tous les mois pour essayer d'aider les collègues à ne pas se retrouver dans des situations bloquées. Alors, site, blog professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a une charte de conformité. Si vous créez un site Internet personnel, l'ordre national nous y invite. Moi, j'ai toujours pas fait le mien, mais il nous invite pour qu'il y ait une certaine visibilité du monde médical sur Internet. Vous pouvez, par contre, avoir un site ou un blog privé. Vous avez le droit. Mais ne dérapez jamais en parlant de votre métier ou de la médecine ou ailleurs. Hein. Les sites que vous avez créés, interdiction de publicité, directe ou indirecte. Certains chirurgiens esthétiques en particulier ont payé Google pour être référencés au-dessus des autres. C'est illégal. On n'a pas le droit de payer un référencement. Certains ont négocié avec des produits de beauté. Vous avez le chirurgien qui apparaît, son site qui apparaît, et vous voyez des pubs de produits de beauté qui apparaissent. C'est strictement interdit. Pas de commerce électronique sur vos sites. Ce que dit le Conseil national, c'est que la charte de votre site Internet doit avoir une ligne éditoriale et une charte graphique sobre. Certains esthétiques, c'est pas sobre. Hein. Je vous invite à regarder certains sites. Voilà. Sur le site que vous créez avec de votre site personnel, vous devez avoir un lien obligatoire avec le Conseil national de l'ordre des médecins au niveau de l'annuaire. C'est-à-dire, si vous dites je suis docteur Leger, urologue à Grenoble, il y a un lien, il clique, il va sur le site national à la page où il y a le docteur Leger, urologue. Vous avez cette obligation-là pour que le patient qui vienne vous voir, il puisse s'assurer que vous êtes bien inscrit à l'ordre national et vous avez le droit d'exercer. Et puis, il y a l'obligation de mettre des liens avec le site national qui donne des recommandations sur la création d'un site Internet. Vous devez déclarer sur votre site Internet tous les liens d'intérêt. Vous avez donc interdiction de référencement, je l'ai dit. Certains sites, on voit apparaître, j'ai été opéré par le docteur Tartampion, chirurgien esthétique, je n'avais plus de sexualité et grâce à lui, j'ai changé mon carnet d'adresse. C'est interdit. D'accord? Aucun patient ne peut écrire sur votre site et dire que vous êtes un type super, parce que comme on sait très bien que celui qui dira que vous êtes un salopard, on aura effacé son témoignage, donc les témoignages de patients sont interdits. L'agenda est autorisé, on le verrouille. Il y a eu des procédures avec des médecins généralistes qui avaient mis un agenda en ligne, et il y avait l'identité des patients d'avant et des patients d'après. Donc ça, évidemment, c'est pas possible. Donc l'agenda, il est verrouillé et il s'efface.
Éventuellement, vous gardez une archive si un jour vous avez besoin de prouver que le patient est venu 5 ou 6 fois en consultation. Certains hébergeurs, certains laboratoires ont proposé aux médecins de créer leur site internet. C'est illégal. Vous devez être indépendant de l'hébergeur. Le site vous appartient. Il n'appartient pas à un hébergeur qui va récupérer derrière des données patients et éventuellement derrière faire des mailings et leur envoyer de la pub sur des produits. C'est interdit. Ce qui doit dominer sur votre site, c'est votre activité. Vous êtes urologue, vous parlez d'urologie. Vous ne dites pas que vous aimez le ski de fond, que vous êtes un type super, que vous avez 5 enfants, que vous avez fait une liste de mariage à tel endroit. Donc, les données personnelles doivent être complètement effacées par rapport aux données d'activité professionnelle. Sur un site internet que vous créez, il y a des choses obligatoires. La situation conventionnelle. Si vous êtes secteur 1, secteur 2, secteur 3, une autre fois, on pourrait se revoir pour parler de la convention médicale, parce que c'est aussi une obligation, je dirais, juridique et fiscale que vous ne connaissez pas. Vous devez marquer vos honoraires. Si vous dites que vous êtes en consultation à 70 €, vous marquez consultation 70 €. Que le malade y trouve sur votre site des informations tarifaires, c'est une obligation. Membre d'une association de gestion agréée, simplement pour dire qu'il peut vous payer en carte bleue, en liquide ou en espèces, on s'en fout. Vous devez écrire comment fonctionnent des devis si vous êtes en secteur 2 et qu'il y aura des dépassements d'honoraires. Il doit savoir qu'au-delà de 70 €, pour telle intervention, vous prenez 200, 300, 400, et que ces honoraires sont discutables avec tact et mesure en fonction des possibilités financières de chacun. Vous devez mettre un lien avec la loi informatique et liberté, et vous devez mettre l'identification du titulaire du site, c'est-à-dire vous, et si vous avez trouvé un hébergeur privé, le nom de l'hébergeur privé. De façon facultative, vous pouvez mettre des fiches d'information ou des liens avec les feuilles des sociétés savantes, vos sociétés savantes, et vous devez donner des informations claires, loyales, et données acquises de la science, comme je vous l'ai dit. Et le Conseil national vous invite aussi à informer le Conseil départemental en disant « j'ai créé un site internet » et que l'ordre départemental vous y autorise. Donc, il faut une communication loyale. Certains d'entre vous font des communications un peu surréalistes. Il ne faut pas dire aux patients « je suis le meilleur chirurgien de la Terre, je vais vous sauver de votre cancer ». Pas d'espoir irréaliste et ne pas raconter n'importe quoi. Donc, les exemples de témoignages, on l'a dit. Il faut rester sincère sur vos compétences. J'ai dû récemment intervenir sur un médecin esthétique qui racontait qu'il faisait de la chirurgie de haute volée à Marrakech. Donc il transférait les patients à Marrakech et il racontait n'importe quoi sur ses diplômes, formé à New York, formé partout, chirurgien international, alors qu'il était médecin généraliste. L'indépendance professionnelle doit être formelle. Voilà. Alors pour les réseaux sociaux, la chose qui doit dominer à tout prix, c'est que vous devez refuser sur vos pages Facebook, sur vos blogs, sur Twitter, un certain nombre de choses, que des patients deviennent vos amis. Ce n'est pas vos amis. D'accord? Le Conseil de l'ordre est clair là-dessus. Vous devez refuser les relations en ligne pour garder l'empathie, la neutralité des affects. C'est un peu votre obligation professionnelle. Que vous opériez les gens que vous aimez, vos proches, ça c'est possible. Mais que des patients deviennent des proches, à un moment donné, ça risque de perturber votre relation. Et en particulier sur Internet, au bout d'un moment, certains patients peuvent vous harceler, etc. Donc pas d'amis sur Facebook qui sont des patients, ni sur Twitter. Voilà. Quand vous participez à une communauté de chirurgiens, par exemple, on dit on a créé une communauté d'orthopédistes, on présente nos cas. Donc on voit les radios, on voit. D'abord, vous devez faire en sorte que le nom sur la radio disparaisse, que les photos éventuellement du malade, etc., disparaissent. Il y avait comme ça à Lille un patron de dermato qui était très célèbre, il faut que je retrouve son nom. Il faisait à l'époque, dans les années 30, des topos sur la syphilis. Et le malade descendait dans l'amphi avec un foulard noir sur le visage, on ne devait pas voir son visage. Et au dernier moment, il disait, voilà une syphilis tertiaire, top, il enlevait le masque et il montrait le visage du malade, et le malade il partait en courant. Ça, c'est terminé. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le visage d'un malade ou l'identité possible à retrouver. Donc vous devez bien nettoyer toutes les infos. Méfiez-vous que certains hébergeurs proposent des blogs professionnels, font de la pub à côté, et le blog, il est ouvert. Pendant que vous discutez entre médecins, il y a des patients qui ont accès au blog. Donc méfiez-vous quand vous participez à des blogs ou à des conversations, que ce soit bien verrouillé et que l'hébergeur il vous assure cette confidentialité-là absolue. Vous avez une responsabilité pour l'intégralité du corps médical. C'est-à-dire que si on estime que, par exemple, vous êtes chirurgien et puis vous montrez les taux de l'internat où tout le monde est à poil, etc., vous êtes responsable d'une atteinte à la dignité chirurgicale en France. L'Académie, mais le Conseil de l'ordre, peut porter plainte contre vous pour atteinte à la profession. Donc vous défendez votre image, mais aussi vous défendez l'image de toute la profession chirurgicale qu'il y a derrière vous. Pour un certain nombre de blogs, on vous invite, les blogs célèbres, à prendre un pseudonyme. Un pseudonyme, ça se déclare.
C'est-à-dire, si vous appelez docteur, je sais pas, docteur Testis, pour être sur un site d'urologie, bah, docteur Testis, je vais écrire alors, voilà, le docteur Leger va s'appeler docteur Testis sur tel site. Et il y a un annuaire national des pseudos utilisés par les médecins, qui est reconnu. Ce qui fait que si un jour il y en a un qui porte plainte contre Testis, eh ben, on retrouve à l'ordre national qui est Testis. Donc si vous utilisez un pseudo sur un site, vous avez l'obligation de le déclarer sur ce qu'on appelle une base de pseudonymat enregistré. Voilà. Le téléconseil. Alors le téléconseil aujourd'hui en France, autant au Canada, autant en Suisse, dans d'autres pays, il est officiel. En France, il est interdit, toléré, et en fait on attend une législation spécifique. Le téléconseil, c'est, certains d'entre vous sont accessibles à des patients, plus vrai en médecine générale, médecine esthétique, et ils vont donner des conseils, ils vont répondre, et c'est pour ça ils sont payés. On est dans un trou juridique. Voilà, c'est pas de la télémédecine, on va y revenir. C'est pas de la téléconsultation. On ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. Je vous invite, si vous êtes incité pour participer à faire du téléconseil, d'informer le conseil départemental. Il y a des contrats types au niveau national pour faire en sorte de ne pas vous mettre de façon illégale. Si vous attaquez d'une activité de téléconseil qui vous paraît surprenante, mais que l'ordre départemental l'a validée, au niveau professionnel, vous dites, attendez, moi je réponds aux patients, on me paye 25 € la consulte, mais je l'ai fait valider par le conseil départemental. Donc j'ai respecté mes règles professionnelles. Alors, il y a une autre notion, et ça me paraît très important pour vous que vous la connaissiez. Un certain nombre d'entre vous sont sur des projets innovants de télémédecine. C'est des projets vachement intéressants. On a tous envie de se dire, moi, urologue, je vais mettre à mes patients un bracelet, ils vont rentrer à la maison, et j'aurai le soir sur une tablette, j'aurai leur pouls, leur tension, leur saturation, et j'ai mes 30 patients opérés dans la semaine, et je peux tous les suivre. Eh bien, en fait, c'est bloqué. C'est-à-dire que la télémédecine, il y a eu plusieurs législations qui sont sorties, le Code de santé publique et une directive européenne, on va y revenir. Qu'est-ce que dit le Conseil de l'ordre national dans un rapport intéressant sur la télémédecine publié en septembre 2014 ? Relève de la télémédecine des actes médicaux réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dont le téléphone. Donc il définit la télémédecine. C'est donc des actes médicaux à distance. Il s'agit d'une pratique particulière générant des risques qui sont propres et qui nécessitent un encadrement. Ça, c'est donc l'ordre national qui nous invite à faire attention. Mais derrière, le Code de santé publique et la directive européenne dit quoi ? Que la télémédecine, c'est une forme de pratique médicale. D'accord ? Que ça met en relation différents professionnels de santé, mais dans lequel il y a l'obligation qu'il y ait un médecin. Donc on est au cœur de la télémédecine. Et elle doit être autorisée. C'est-à-dire que toute la télémédecine que vous faites doit être autorisée aujourd'hui par le ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé. Si vous n'avez pas l'autorisation de ces deux-là, vous ne pouvez monter aucun projet de télémédecine. Rien. Qu'est-ce qu'on met dans la télémédecine ? Est-ce que la téléconsultation, les blogs, etc., c'est la télémédecine ? Non, la télémédecine, c'est deux choses. C'est la téléconsultation. Qu'est-ce que c'est que la téléconsultation ? C'est que vous êtes dermato, et dans un EHPAD, à 30 ou 40 km, il y a des escars. Alors, on allume la télévision, le dermato de Saint-Louis va regarder les escars qui sont à 50 km de Paris. Et on lui montre les escars tous les jours et les pansements. C'est de la téléconsultation. Mais la première raison pour laquelle on a autorisé cette téléconsultation, c'est que si on ne fait pas la téléconsultation, il n'y aura pas de dermato qui va aller dans l'EHPAD à 50 km. Donc pour qu'un projet ait un financement, il faut qu'il y ait un problème d'accès aux soins. C'est la première chose. Vous ne pouvez pas monter un projet de télémédecine s'il n'y a pas un problème d'accès aux soins. Donc pour un certain nombre d'entre vous que je rencontre, qui ont des grandes idées informatiques de faire des nouveaux produits, si c'est des produits qui vont faire du soin, s'il y a une offre s'il y a une offre sur le terrain, vous ne pourrez pas monter un projet. Ce qui est logique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser faire de la dermato à 50 bornes, si à 50 bornes, il y a 4 dermatos dans la ville. Parce que quelque part, vous faites du commerce, vous allez piquer de l'activité à des gens sur place. Donc la télémédecine, c'est un peu ça. Téléconsultation, téléexpertise, c'est pareil, mais là, c'est de médecin à médecin. Vous avez un néphrologue qui fait de la dialyse à Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin un médecin généraliste fait de la dialyse à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a besoin de l'avis du néphrologue de Brest. Il y a donc un projet de télémédecine entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Brest, c'est la téléexpertise. L'expert de Brest va conseiller le médecin à Saint-Pierre-et-Miquelon pour gérer ses patients. Téléexpertise. La télésurveillance médicale, bon ça vous connaissez, c'est là aussi quand on manque d'un certain nombre de médecins pour des situations d'urgence, donc dans les EHPAD ou ailleurs, on va passer un accord. Et là, on est en difficulté avec des groupes d'EHPAD qui veulent centraliser aujourd'hui des médecins généralistes à Paris 24 heures sur 24 pour faire en sorte que les EHPAD à Grenoble n'aient plus accès aux médecins généralistes sur place, on va travailler directement. Ça, c'est interdit. Mais ils sont en train de le monter contre nous en faisant la téléconsultation en dehors du décret de télémédecine.
Voilà, et la régulation médicale et la téléassistance, c'est encore autre chose, c'est pour réaliser un acte. C'est vous êtes médecin généraliste à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a une péritonite appendiculaire, il n'y a pas de chirurgien. Donc on va réveiller un chirurgien à Paris, il y a des caméras, etc. Le chirurgien va guider le médecin généraliste pour faire l'appendicectomie à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la téléassistance médicale, et puis la régulation, vous connaissez. Voilà, il faut, alors après, dans la télémédecine, il ne faut pas oublier de rajouter tout le reste. Il faut le consentement du malade, il faut l'informer qu'on va appeler un dermatologue à Saint-Louis ou appeler un néphrologue à Brest, il faut le tenir au courant, il faut tracer l'information, il faut la protéger. C'est-à-dire que si le prestataire qui organise la télémédecine, il est maqué avec une société commerciale, il faut qu'il amène la preuve que les données médicales, les conversations, les échanges de photos sont verrouillés dans la base de données et qu'elles ne ressortiront jamais, pour personne. Donc il faut verrouiller tout ça. Et après, il faut tracer. À la date de temps, telle heure, on a pris tel monsieur, on a contacté un tel. Là, c'est le médico-légal. Comme aujourd'hui, dans ce que vous faites, vous devez tout tracer. Et puis, je vous le disais, donc c'est validé aujourd'hui par un programme national du ministère de la Santé. Il faut des contrats de moyens avec l'Agence régionale de santé. Il n'y a aujourd'hui que 2 seuls actes autorisés en télémédecine. C'est les ophtalmos qui l'ont eu. C'est-à-dire que pour ces actes-là, un ophtalmo, il va être payé si un orthoptiste fait un bilan à distance. Il peut le faire faire. Et puis, si les ophtalmos qui sont aujourd'hui débordés, ils ont des optométriciens ou des collègues qui font des rétinographies, ils pourront interpréter les rétinographies à distance. On peut télétransmettre les rétinographies, et donc ils sont payés pour ça. C'est la seule profession qui est payée aujourd'hui pour des actes de télémédecine, avec un accord national qui fait qu'ils ont le droit. Voilà, je réponds à vos questions, je vous remercie. Ceux d'entre vous qui s'installent ou qui ont des problèmes médico-légaux, comme depuis 20 ans, voilà mon numéro de téléphone, et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler à ce numéro. Voilà. Merci vraiment, tu nous as fait un exposé très voyant. Brièvement, quelques réactions, Oui, tu lèves la main. Non, tu bailles. Ah bon. Non, attention. Je voulais vous demander, c'était par rapport surtout au... bonjour d'ailleurs. Bonjour. Parce que j'ai fait pas mal des congrès, c'est suffisamment à la mode là, sur la e-réputation, les choses comme ça. Il parlait notamment de Facebook et Twitter. Et il nous disait de faire des comptes personnels, professionnels, pardon. Mais même ces comptes professionnels, il ne faudrait pas avoir d'amis non plus parmi les patients. Il ne faudrait pas quoi ? D'avoir d'amis. Non. Non, d'accord. Non, en fait, comme au quotidien, avoir des liens affectifs avec quelqu'un et le prendre en charge, c'est déjà pas toujours simple. Mais prendre en charge des gens qui ensuite deviennent des amis, alors potentiellement il faut continuer à les prendre en charge, ça devient très compliqué. Et l'Ordre national conseille, dans la mesure du possible, de ne pas rentrer là-dedans. Tu vas devenir l'ami. Tu fais quoi comme spécialité ? Tu fais de l'uro, tu vas venir l'ami d'une jeune femme de 35 ans à qui tu as fait un briquaire, puis elle va t'amener tous les gens de l'association qui vont dire « mais moi j'ai été opéré par Dupont, oui mais je suis l'ami de l'ami de l'ami, c'est devenu mon ami, il m'amène tous les gens ». Et tu rentres dans des choses compliquées. Donc c'est assez difficile, moi j'ai un compte Facebook comme beaucoup de gens où je fais beaucoup de syndicales, mais j'ai des patients qui me trouvent. Alors donc moi je refuse. Parce qu'après, alors un certain nombre d'entre vous en plus, on a un compte pro. Ah, c'est très pro, tu peux rester propre. Puis à un moment donné, je vois des collègues, ils mettent des photos de leurs enfants, ou ils racontent qu'ils partent en voyage aux États-Unis, mais juste pour informer les collègues. Les patients viennent d'apprendre qu'ils partent aux États-Unis. Donc après, donc, vous n'êtes pas gêné, vous allez être à New York. Donc tu vas rentrer dans des choses compliquées. Dans la mesure du possible, avec courtoisie et gentillesse, il ne faut pas être ami avec des gens que tu as amené à prendre en charge. Oui, vas-y, oui. Alors, l'autorité a appliqué le TVA sur les actes plutôt chirurgie et médecine esthétique, les actes hors nomenclature. C'est concerné comme actes non thérapeutiques. Donc, c'est comme des actes commerciaux. C'est comme ça pour l'État. Oui. Et en même temps, ils n'ont pas le droit de faire la publicité ou de payer pour justifier cette activité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la règle d'informatisation d'établissement de santé, il ne faut pas qu'une règle fiscale vienne remettre en cause une règle professionnelle. Le code de déontologie, le code de santé publique, il interdit les médecins à faire la publicité. Que ce soit pour un acte remboursé par l'assurance maladie ou non, que ce soit pour un acte que le législateur considère fiscalement comme un acte non thérapeutique, c'est autre chose.
c'est une réalité fiscale qui ne peut pas être supérieure à une réalité professionnelle. Vous n'avez pas le droit de faire de la publicité. Mais ça pose, cette question que tu poses, une question plus largement syndicale. Par exemple, en théorie, les médecins généralistes qui font un certificat de décès devraient prendre la TVA. Les médecins généralistes qui font les certificats scolaires pour les enfants, pour le sport, devraient prendre de la TVA. Ce n'est pas des actes thérapeutiques. Les urologues qui font des actes pour un certain nombre de circoncisions, les hydrocèles, ce n'est pas franchement des actes franchement thérapeutiques, c'est discuté. Donc on a ouvert là une boîte à Pandore. J'espère qu'un jour le législateur reviendra en arrière. Tout acte fait par un médecin doit être considéré comme un acte thérapeutique. Mais les plasticiens ont été les premiers à tomber dans la règle fiscale d'une TVA à 20%. Mais il ne faut pas faire de pub. Alors, on va entrer dans des discussions juridiques et syndicales. Il y a des procédures aujourd'hui au niveau de la Cour européenne de justice pour attaquer cette décision fiscale française de mettre à la TVA ça, de même qu'ils vont rediscuter demain pour les experts judiciaires si savoir la rémunération qu'ils touchent, il faut payer la TVA. Alors comme ils sont payés aujourd'hui par l'administration judiciaire française, probablement que non, mais ce sera discuté en particulier pour les experts qui font de l'expertise médicale pour des compagnies d'assurance. En théorie, c'est pas du soin, c'est pas thérapeutique, il y aura la TVA. L'association des plasticiens, comme tu le sais, est en Cour européenne de justice. Il y a eu une première décision, ils en attendent d'autres. Oui. Est-ce qu'on peut envoyer les CRH directement si on a envie que le courrier soit donné le jour J au patient, l'envoyer par boîte mail en même temps au patient, au médecin traitant, et si la boîte mail, on a une boîte basique, elle n'est pas sécurisée vu qu'elle est... En théorie, non. En pratique, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que mettre en place des boîtes cryptées, et à l'hôpital, c'est presque impossible, à la clinique, c'est impossible. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'en théorie, si un mail circule et qu'il n'est pas dans un tunnel crypté, il serait accessible. Ceci étant dit, c'est très théorique, parce que des mails attaqués alors qu'ils sont en diffusion, ça n'arrive jamais. Par contre, il faudrait qu'en théorie, tous nos ordinateurs soient protégés pour faire en sorte que quelqu'un de l'extérieur ne puisse pas rentrer dedans. Ça, c'est plus grave parce que là, quelqu'un peut rentrer. Moi, ce que je fais, c'est que je dis au patient, voilà, est-ce que vous souhaitez que j'envoie directement le courrier par mail à votre médecin traitant et que je vous envoie à vous par mail? Mais il y a un risque théorique que ce courrier diffuse sur la toile puisque c'est pas crypté. 99,99% des patients ne disent pas de problème. Mais c'est validé par le patient. Pas en cause, s'il y a un truc. Et par le patient. De toute façon, c'est jamais arrivé. Hein. Moi, je suis tout ce qui est juridique depuis des années. Je n'ai pas vu un seul médecin, une seule procédure, un seul courrier par mail envoyé. Ce qu'on a vu, par contre, c'est des serveurs informatiques attaqués par l'extérieur qui ont récupéré des bases de données dans des cliniques ou des hôpitaux. Mais dans un cabinet privé, jamais, mais ils peuvent. Hein. Chacun d'entre nous a des ordinateurs dans un cabinet privé qui souvent sont allumés. Aujourd'hui, ils peuvent rentrer par là et récupérer la base de données. Mais bon. Et est-ce qu'on peut faire les observations cliniques sur son ordinateur, où par exemple on a un disque dur, où on prend les photos du patient avant, après, on fait son observation, on met le compte rendu. Et est-ce qu'au niveau légal, si après il y a un problème ou il faut justifier, est-ce que c'est une preuve où on dira non, c'est pas sur un ordi de l'hôpital ou de la clinique, c'est votre ordi privé, ça compte pour du beurre? Non, alors aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux sur un ordi privé, t'es médecin, t'as ta base de données. Le dossier médical à l'hôpital, il n'appartient pas à l'hôpital. Il appartient à l'hôpital sous l'autorité du chef de service et sous l'autorité du médecin qui l'a édité. Donc, vous êtes responsable des données que les patients te donnent, jusqu'à ce que la loi change ça. Mais pour l'instant, ça t'appartient à toi et au malade. Sur notre ordi, tu peux tout faire sur ton ordi privé. Comme ça, on est Par sûr contre, d'avoir toutes les données. tu es responsable des données qui sont dedans. Donc, ton ordi privé, il doit y avoir un code d'accès pour rentrer dedans. Et tu dois faire en sorte de jamais le donner à un enfant, à un proche ou ailleurs. Et si tu te déplaces et qu'un jour tu changes, ton ordinateur privé, tu le laisses jamais en position d'être volé. Il doit être dans un coffre ou protégé. Parce que tu es responsable de toutes les données de santé qui sont dedans. Vous avez beaucoup parlé de déclarer les choses au conseil départemental de l'ordre. Donc si on fait si on veut faire du téléconseil, si on veut, dès qu'on veut développer quelque chose. Et si jamais il y a un problème, donc on l'a déclaré à l'ordre, qu'on a eu l'accord de l'ordre, si jamais il y a un problème, ça va devant le juge, etc. Donc une attaque pénale ou civile. Est-ce que le fait d'avoir une protection ordinale, ça nous protège vraiment? Oui. Deux choses. D'abord, il faut le faire parce que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commission des contrats, moi je préside la commission des contrats depuis 15 ans, tout contrat passé avec un médecin doit passer au niveau de la commission des contrats de l'ordre. Donc déjà, tu n'as pas le choix. Alors soit il a un avis consultatif, soit il a un avis décisionnaire. Quand un médecin a, en son âme et conscience, présenté un contrat à l'ordre, que l'ordre l'a validé, l'ordre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un conseiller ordinal, il intervient sous l'autorité du préfet.
La délégation de l'ordre national, c'est une délégation qui vient directement du président de la République. Donc quand l'ordre intervient, il intervient comme une administration d'État. Tout ce que l'ordre valide, c'est l'État qui le valide. C'est pour d'ailleurs quand on a une procédure qui va jusqu'au conseil disciplinaire national, derrière c'est le conseil d'État qui juge. Si tu as un désaccord avec l'ordre ou tu as une procédure et que le conseil de l'ordre a validé ce que tu fais, on ira jusqu'en conseil d'État, c'est-à-dire que c'est l'État français qui sera à tes côtés parce que l'État français a validé ce que tu as fait. D'accord? Donc l'ordre, c'est pas une instance où on se marre. Hein. L'ordre, c'est ce que les médecins ont obtenu et ont demandé. C'est que pour que les médecins soient jugés par leur pairs, il a fallu demander l'autorisation à l'organisation de notre société pour que l'État nous autorise à juger entre nous. Mais l'État, il a autorisé à condition qu'on respecte des règles. Le code de déontologie qui a été édité. C'est pour ça que quand l'État dit, tiens, j'autorise l'avortement, et que le code de déontologie l'interdit, l'État va modifier le code de déontologie. Parce que l'État, si demain Marisol Touraine fait bouger la loi sur la base médico-sociale et le secret médical, on va l'intégrer au code de déontologie. L'État, la loi a décidé, le Conseil de l'ordre va l'appliquer. Le Conseil de l'ordre, c'est le bras armé de l'État. Alors souvent on me dit, mais c'est quand même dégueulasse. Oui, mais vous élisez les représentants du Conseil de l'ordre. Donc quelque part, nous sommes là pour vous protéger. Et heureusement que l'ordre existe, parce que quand on voit la noirceur d'un certain nombre de procédures de mise en cause et de difficultés des médecins, heureusement que ça ne passe pas dans les juridictions civiles et publiques, parce qu'il faut protéger notre art et notre profession. Je suis un peu long, mais je suis désolé. Oui, une dernière question. Une toute petite question pour rebondir sur l'ordinateur privé. En maxillo, on a un problème, c'est la gestion des photos qui sont souvent un examen paraclinique. Oui. Est-ce que quand on les stocke sur notre ordinateur privé, il faut faire quelque chose pour qu'elles puissent faire partie du dossier officiel du patient ou pas? Ou s'il est saisi, par exemple, ça en fait pas partie du coup? Ah non, la photo doit être attachée au dossier. Oui. T'es obligé. Alors, soit tu mets le nom, l'identité, le numéro de dossier, mais pour des raisons informatiques, elle est dans un dossier photo et un dossier là. Une chose est sûre, c'est que cette base de dossier patient photo, elle ne peut pas être mélangée avec une base de dossier photo famille. En théorie, elle doit être séparée. Oui, évidemment. D'accord? Mais c'est la même législation. Les photos que tu prends de tes patients, tu leur dis, m'autorisez-vous à les garder, souhaitez-vous qu'on les détruise. Tu ne peux pas garder des photos contre l'autorisation du malade. Mais à toi de faire en sorte que ces photos ne diffusent jamais, que jamais quelqu'un puisse les retrouver. Et si tu penses que certaines photos sont limites en termes de pudeur ou d'autres choses, tu dois les détruire. Tu es le gardien de l'intimité du malade. Imagine demain, tu viens me voir, je te prends en photo au niveau de tes organes génitaux, puis je garde les photos dans l'ordinateur. Et puis je marque ton nom et ton prénom à côté. Bon, la photo m'appartient sur l'ordinateur, c'est pas grave. Dans 35 ans, on me dit, tiens, il est mort. Oh putain, j'avais une photo de lui. Regarde comment il était il y a 35 ans. Et les enfants vont découvrir que tu en avais 2, par exemple, ou 4. Et voilà. Non, donc tu es le gardien de la photo. Donc c'est à toi à faire en sorte que si tu te mets à la place du malade, ces photos-là, elles soient verrouillées, protégées, éventuellement par une liste avec des codes, etc. Moi, j'ai inventé un système dans le cabinet. Chaque patiente donne l'identité de sa maman et le nom de jeune fille de sa mère. Et comme ça, tous les dossiers sont anonymisés. Parce que j'ai un associé qui a l'habitude d'aller regarder dans la base de données, des trucs. Il faut verrouiller et apprendre à anonymiser les données que nous avons. Bien, écoute, je crois qu'on peut verrouiller. Donc, je pense qu'on a une matinée bien dense et bien intéressante. Et là, tu termines un peu, c'est l'apothéose, c'est l'extase finale. Pour l'urologie, si on imagine ce que ça pourrait être. Enfin. Donc, on vous remercie d'être venu. On aurait espéré qu'il y ait un petit peu plus d'attendance de la part des internes par rapport au nombre d'inscrits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une feuille d'évaluation pour savoir comment vous évaluez cette journée, ces 3 journées, les conférences. Donc, il y a un certain nombre d'items sur lesquels vous allez répondre, la qualité des diapos, l'intervention, la discussion, etc., pour savoir si ça vous a apporté cette formation. Et puis voilà, je crois que tout le staff et tous les conférenciers, s'il y a des questions qui vous reviennent après ou des trucs pour lesquels vous voulez vraiment un détail d'expert pour votre installation et tout, ils sont bien sûr d'accord pour vous répondre. Voilà, merci et à bientôt. Et puis, j'allais oublier la présidente. Un mot d'Alizée. Je voulais remercier l'Académie de chirurgie au nom du Conseil national des jeunes chirurgiens pour nous avoir permis cette formation d'une journée et demie. Et on espère que
ces genres de formations vont continuer et qu'il y aura de plus en plus d'internes et de jeunes chirurgiens présents. Merci beaucoup.